cliquer ici. Je vais recliquer. C'est bon? Voilà, ça c'est bon. D'accord. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Parfait. D'accord, on commence. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les élèves. Bon, moi je me nomme Amadou Ba, je suis membre de la STIC et je suis formateur. Donc on se retrouve à nouveau sur notre cours sur la culture numérique. Bon, l'autre fois on avait déjà vu la première partie, c'est-à-dire la composition et le fonctionnement de l'ordinateur. Aujourd'hui nous allons voir, on va continuer. Nous allons voir les autres parties. Donc, la partie que nous allons voir aujourd'hui, c'est la partie concernant l'Internet et les réseaux sociaux. D'accord. Donc, on a jusqu'à 16 heures pour voir qu'est-ce que ce module nous présente. Donc, je vais automatiquement passer à ce module-là, Internet et réseaux sociaux. Donc, je vais aller là-bas. Tout ça, on avait déjà vu. Composition de l'ordinateur. Passer. Voilà, ici. Voilà, ici. Bon, ici, le module il est divisé en 7 slides. D'accord, hein? Nous avons 7 slides. Donc, on est au niveau de notre premier slide. Donc, ici, on dit quoi? Oh, bon, simplement, qu'est-ce que c'est que l'Internet? On entend souvent Internet, Internet, Internet. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est qu'Internet? Bon, Internet, ce n'est rien, hein? Ce n'est rien à part un ensemble d'ordinateurs qui stockent des informations, des documents et qui les échangent. C'est juste ça. C'est ça qu'on voit ici au niveau de ces images-là. Attendez, je vais utiliser mon pointeur. Comme ça sera plus facile pour voir. Voilà, c'est juste ça, hein, des ordinateurs qui sont en réseau et qui stockent des informations, des documents, etc. Donc, c'est ces réseaux-là qui se forment en forme de truc là, en forme de toile d'araignée. C'est pour cela qu'on dit que les réseaux, c'est en forme de toile d'araignée. Parce que pour que l'information aille d'un point A à un point B, ça peut passer sur plusieurs nœuds. D'accord? C'est pour cela qu'on a ce dessin-là à droite qui symbolise le mapping d'un réseau. Donc, c'est juste ça l'Internet, un ensemble d'ordinateurs qui stocke des informations, des documents et qui les échangent. Hein? Donc, comment communiquent-ils entre eux? Vu qu'il y a des ordinateurs qui échangent. Donc, normalement, quand il y a échange, il doit y avoir communication, n'est-ce pas? Donc, comment ils communiquent entre eux? Donc, ici, on dit qu'ils communiquent entre eux en utilisant un langage, n'est-ce pas? Et ce langage se nomme un protocole. Comme nous, entre humains, on utilise des langages comme le Wolof, le Peul, le Sérère, l'anglais, le français, etc. Les machines, eux, pour communiquer entre eux, ils utilisent un protocole. Donc, le protocole, c'est le langage qu'ils utilisent pour se comprendre entre eux, n'est-ce pas? Donc, ils communiquent grâce à un langage qui se nomme un protocole. Bon, après, nous avons les avantages de l'Internet. À quoi ça sert? Bon, ça, c'est tout le monde le sait. Hein? Internet permet de faire beaucoup de choses. Il nous permet de communiquer avec la messagerie électronique email, de s'informer, d'apprendre, de découvrir, faire des recherches, n'est-ce pas? Aller sur Wikipédia, aller sur YouTube, regarder des vidéos, etc. L'Internet a un potentiel illimité. Hein? Un potentiel illimité. Chaque jour, on ne termine pas de voir les avantages. Chaque jour, il y a de nouvelles avantages qui apparaissent, de nouvelles trucs qui apparaissent. Donc là, on peut dire que c'est presque infini. Hein? À quoi ça sert? Donc ici, on a ensuite, attends, je vais me poser ici. Comment va-t-on sur Internet? Hein? Comment on doit faire pour aller sur Internet? Donc, pour aller sur Internet, on a plusieurs manières pour aller sur Internet, n'est-ce pas? On peut aller sur Internet en utilisant un... Attendez, je suis désolé, il y a le slide qui tourne. On a plusieurs manières pour aller sur Internet, n'est-ce pas? D'autres, il y en a des gens qui utilisent par exemple Internet Explorer, il y a d'autres qui utilisent Firefox, il y a d'autres qui utilisent Chrome, n'est-ce pas? Avec son intérêt. Mais tout d'abord, il y a ce qu'on appelle un fournisseur d'accès, c'est-à-dire celui qui vous donne un accès Internet. Bon, pour nous, ici au Sénégal, c'est Orange, avoir un fournisseur d'accès Internet. C'est là maintenant qu'on va utiliser ce qu'on appelle notre navigateur pour naviguer, pour aller sur le net. Donc, c'est pour cela, pour aller sur le net,
il nous faut deux choses impérativement. Un fournisseur d'accès à Internet, c'est-à-dire une connexion Internet, et un navigateur. Mais avec le navigateur, on a plusieurs manières. On peut utiliser Internet Explorer, on peut utiliser Firefox, on peut utiliser Chrome. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. C'est même pas ça, la liste est exhaustive. Il y en a d'autres. Il y a aussi ce qu'on appelle des navigateurs comme Opera, il y a des navigateurs comme Brave. Bon, ça dépend de l'utilisateur. Donc, pour aller sur l'Internet, c'est simple. On a un fournisseur d'accès à Internet qui nous donne l'Internet. Ensuite, avec ça, il faut aussi un navigateur. D'accord. Donc, c'est juste avec ces deux éléments qu'on peut accéder à l'Internet. Donc, ici, on dit que signifient les lettres que l'on trouve dans une adresse Internet. Donc, dans une adresse Internet, on trouve d'abord le HTTP : Bon, ça, c'est quoi? Ça, on dit qu'il s'agit du protocole. C'est le langage qu'on vient tout à l'heure de parler. On a dit que l'Internet est une sorte d'ensemble d'ordinateurs qui stockent des informations, n'est-ce pas? Et qui les échangent. On a dit comment communiquent-elles entre eux? On a dit qu'ils communiquent entre eux avec des protocoles. Donc, HTTP : c'est un protocole qui permet au navigateur de comprendre les informations et de communiquer. C'est-à-dire, c'est le langage qu'utilise en fait le navigateur pour dire que ça, en fait, c'est des informations web. Ce n'est pas des informations d'autres informations. Ça, c'est des informations web. Pour qu'il puisse savoir que tout ça, c'est un site web, quoi, en fait. Donc, on utilise HTTP : pour indiquer à la machine que ça, c'est des informations de type web qu'on va communiquer. Après, on met ce qu'on appelle les 3W, World Wide Web. Pour les 3W, ça signifie web toile, wide étendu, large world. Pour ça, c'est en anglais justement, World Wide Web. Si on traduit en français, ça donne toile étendue, monde. Voilà. Ça, cela peut se traduire par la toile mondiale, hein, ou le réseau planétaire. C'est-à-dire, là, on veut être, par exemple, à la racine. On peut se connecter à la racine, c'est-à-dire on peut se connecter à la toile mondiale. Maintenant, lorsqu'on met le 3W, pour dire qu'on veut accéder à la toile mondiale, c'est-à-dire la racine, on met le nom du site. C'est-à-dire, si on veut aller sur Google, ou bien Facebook, ou bien Instagram, ou bien Twitter, etc., on met le nom du site. Après, on met .fr, ou bien .com, ou bien .sn, etc. Le .fr ou le .sn, ça, c'est juste une variable du pays. Hein. Ça peut être... bon, c'est juste pour dire que l'emplacement du serveur, en fait, d'habitude, on dit .fr pour France, .uk pour Grande-Bretagne, .us pour États-Unis. Mais l'ensemble, en fait, l'ensemble qui forme le nom du site est la variable du pays. On appelle ça nom de domaine. Donc, souvent, on dit que le site, qu'une URL est composée par le protocole, le World Wide Web et le nom de domaine. Maintenant, le nom de domaine, c'est quoi? Le nom de domaine, c'est le www. Non, pas le www. Le nom de domaine, en fait, c'est le nom du site plus la variable. Par exemple, si on combinait google.fr, ça, on a un nom de domaine. Moi, je vais essayer de vous mettre ça ici. Voilà, ça et ça. Si on combine ça et ça, on a un nom de domaine. Donc, on peut dire en réalité qu'un URL, par exemple, ce URL-là, http www.google.fr, c'est juste en fait un protocole http qui est ici. Je vais revenir en arrière. Slide. Désolé. Voilà. On peut dire que c'est juste en fait un protocole http suivi de World Wide Web www, c'est-à-dire la toile mondiale. Après, ensuite, nous avons un autre domaine. Voilà, c'est juste ça. Donc, en réalité, un URL est constitué par un protocole de type http pour dire quel genre de langage le navigateur doit utiliser. Le www pour dire qu'on est à la race, c'est-à-dire à la toile mondiale. Et le nom de domaine, c'est-à-dire le nom du site et variable du pays. Donc, en gros, c'est ça. C'est ça qui signifie les lettres qu'on trouve dans une adresse Internet. Donc, si vous avez des questions concernant cette partie, on va essayer de répondre à ces questions vite fait. Sinon, on essaie de continuer et d'évoluer.
Merci, hein, cette partie elle est importante. Hein. S'il y a des questions rapidement, vous pouvez réagir. Hein. Amadou, voilà. Soit vous ouvrez votre micro ou bien vous écrivez. Ouais. On attend une minute. Je pense que c'est à cause de l'animation, c'est pourquoi ça défile tout le temps comme ça. Alors, il n'y a pas de questions? Bon, apparemment, tout va bien. D'accord. OK. Je continue alors. Donc, après ça, au niveau de 2-7 ans, d'accord, on va au niveau de 17. Ici, on va voir ce qu'on appelle les identités numériques. Bon, c'est quoi l'identité numérique? Bon, l'identité numérique, c'est votre identité, hein? C'est votre identité que vous avez sur le web. Bon, elle se forme grâce aux traces que vous laissez sur la toile en naviguant, en partageant des informations, exemple photos, Hamadou, on ne voit pas des contenus, exemple vidéo, billets, en échangeant sur le... Hamadou, on n'a pas le diapo. Hein? Vous n'entendez pas, alors? On n'a pas le diapo. Vous n'avez pas le diapo. Ah, d'accord. Le slide 8. Attends, je vais repartager. Le slide 8. D'accord. C'est bon? OK. C'est bon? C'est bon. D'accord. OK, je revenais juste en arrière. Donc, on va voir ici les identités numériques. Donc, c'est quoi les identités numériques? C'est quoi? Bon, ici, on dit que l'identité numérique, c'est votre identité sur le web. C'est-à-dire, ce sont les traces que vous laissez sur la toile. La toile, bon, si on dit la toile, c'est l'Internet. En naviguant, en partageant des informations, par exemple photos, en publiant des contenus, vidéos, billets, en échange aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, en gros, votre identité numérique, c'est quoi? Votre identité numérique, c'est l'ensemble des traces que vous laissez dans le web. C'est-à-dire les photos que vous publiez, les images que vous publiez aussi, les vidéos que vous publiez, les textes que vous échangez entre vos amis. Tout ça, en fait, rassemblé, forme votre identité numérique. Parce qu'avec ça, en fait, avec tout ça réuni, on peut savoir qui vous êtes. On peut savoir si c'est vous ou si c'est moi ou si c'est un autre. Parce que c'est des informations qui permettent de caractériser une personne. Voilà. Donc, ici, on dit aussi, sur Internet, les informations circulent vite et peuvent être tenaces. Mieux faut être prudent et apprendre à gérer au mieux son temps numérique. Aussi, on dit, par exemple, que laisser trop d'informations dans le net, c'est pas sûr en fait. Parce que dire trop sur le net des informations qui nous concernent nos données personnelles, c'est très dangereux. Parce que ça peut être utilisé contre nos issues, ça peut être utilisé par des personnes malveillantes, etc. Bon, ça, on va voir ça après quand on va aborder la cybersécurité. Hein. Donc, ici, on dit qu'est-ce qu'une trace? Bon, une trace, c'est quoi? Bon, ici, on a un petit schéma qui nous montre qu'est-ce qu'une trace, mais d'abord, on va pas définir. Donc, une trace, c'est en fait, c'est toutes les données et informations à votre sujet laissées par vous-même ou par d'autres sur la toile. Bon, une trace, en fait, c'est simple. C'est juste, en fait, des données que vous laissez ou bien que vous. C'est-à-dire, si vous publiez une photo, ou bien vous faites un texte, ou bien vous envoyez, je sais pas, vous envoyez une vidéo, etc. Ou bien un ami fait une photo où vous êtes et vous tape, vous dit voici X par exemple, ou bien fait une vidéo dans laquelle vous êtes là-dessus et vous tape, tout ça en fait forme une trace. Donc ici, on dit que la trace, c'est ce que l'on dit sur moi, c'est-à-dire réputation, expression, ce que je dis, audience, ce que je connais, certificat, qui peut certifier de mon identité, publication, ce que je partage, etc. Donc, tout ça, en fait, constitue des traces. C'est des informations confidentielles que nous laissons ou bien que nos amis laissent sur nous. Donc, c'est très simple. Donc, ici, nous avons les traces, les types de traces. Ici, on dit qu'il y a les traces volontaires et les traces involontaires.
Bon, les traces volontaires. On dit que les traces volontaires, on dit qu'une trace est volontaire. Lorsqu'on parle de traces, on passe d'abord aux traces volontaires. Parce que c'est normal. Parce que la plupart du temps, on parle de traces volontaires. Parce que la plupart du temps, c'est nous qui mettons des informations sur nous-mêmes. C'est nous qui publions une photo en disant qu'on est dans le restaurant X, ou bien qu'on est parti à X endroit, ou bien on est, par exemple, on a acheté un truc X. La plupart du temps, c'est nous qui partageons l'information, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on peut dire par exemple, c'est-à-dire ce que vous publiez, n'est-ce pas? Les photos, les images, tout ce qu'on publie, quoi, en fait, en gros, sur nous. Donc, la plupart de ça, c'est nous qui le faisons, quoi. Ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui le fait à notre place. Ici, on dit les données publiées dans votre CV en ligne, les données insérées dans un formulaire, un profil complété sur les réseaux sociaux ou sur nos forums, etc. Tout ça constitue des traces volontaires. Hein? Les avis laissés sur des sites commerciaux, par exemple, tu vas sur Jumia, tu achètes quelque chose, ou bien tu vas sur eBay, sur Amazon, tu achètes quelque chose et tu donnes un avis, par exemple, de 5 étoiles, 4 étoiles, etc. Tout ça, c'est toi qui l'as fait. Personne n'a fait ça à votre place. Donc, tout ça constitue des données volontaires. Donc, en gros, on peut dire que les traces volontaires, en fait, c'est les traces que nous-mêmes qu'on a fait sur nous. C'est les traces que nous-mêmes qu'on a publiées, n'est-ce pas? Donc, on va voir aussi les traces qui sont involontaires, c'est-à-dire les traces qui ne dépendent pas, en fait, de nous, c'est-à-dire qui dépendent d'autres personnes. Donc, ici, avant de voir ça, on fait juste une petite remarque en disant attention, les traces que vous laissez sur l'Internet peuvent être vues par un grand nombre de personnes, notamment un employé. Ces traces sont permanentes et peuvent vous suivre pendant des années. Il serait dommage qu'une photo de vous montrant dans une situation délicate arrive sur l'ordinateur de votre employé, même si cette photo date de 10 ans. Bon, ici, on dit que juste qu'il faut faire attention avec les traces, parce que c'est dangereux. Parce que vous savez que sur le net, tout ce que l'on met sur le net, en fait, ça ne se supprime pas. Même si on supprime, mais en réalité, ce n'est pas supprimé. Donc, les photos qu'on met, les commentaires, les vidéos, tout ce qu'on met sur le réseau, c'est stocké dans des serveurs et fait des milliards de copies, gardées dans un disque dur. Donc, on ne peut pas supprimer l'information. L'information, c'est de l'or. On ne peut pas le supprimer. Eux, ils l'utilisent dans le business plan pour générer de l'argent. Donc, c'est pour cela, eux, ils n'aiment pas qu'on supprime les informations. Même si on supprime les informations, eux, ils ne le considèrent pas comme supprimé. Mais nous, on le voit plus. Mais eux, dans le système, c'est toujours présent. C'est pour cela qu'on dit que dans l'Internet, il faut être prudent, en fait. Parce qu'imaginons, vous devez avoir un emploi et votre employeur regarde votre page Facebook et voit des photos de vous datant de 10 ans en train de faire du n'importe quoi. Vous voyez, ça déjà, l'employeur peut dire non, ce gars n'est pas sérieux, il y a 10 ans, regardez ce qu'il a fait, ça, je ne peux pas le prendre comme emploi, etc. Donc, tout ça, ça peut jouer en fait. Donc, il faut faire très, très, très attention avec les traces qu'on laisse dans le net. Donc, c'est pour cela qu'on met cet avertissement en disant de faire le maximum pour limiter nos traces. Donc, on dit aussi, de plus, les traces laissées sont difficilement contrôlables. Bon, difficilement contrôlable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur ces traces. C'est-à-dire quand on laisse une trace, si on supprime, on ne sait pas si supprimer cette trace aussi, on ne peut pas savoir qui l'a partagé, on ne sait pas. Parce que tu peux partager une photo de toi ou bien des vidéos de toi bizarres à ton ami. Ton ami, tu ne sais pas si ton ami va le partager à un autre. C'est-à-dire que tu ne peux pas le contrôler. Dès que tu partages, c'est plus contrôlable. Quelqu'un peut le reprendre, le repartager là-bas, jusqu'à ce que tout le monde le cherche. C'est pour cela qu'on dit que c'est difficilement contrôlable. Donc, on nous dit mieux vaut donc éviter des traces susceptibles de vous mettre en difficulté par la suite. Donc, réfléchissez donc bien avant de publier quelque chose sur le net. Donc, ici, on dit de bien réfléchir avant de publier quelque chose sur le net. Donc, ça, il faut très bien prendre en compte ça, ces phrases-là. Il faut très bien prendre ça en compte parce qu'il faut bien réfléchir. Pourquoi réfléchir? Parce qu'on sait que sur le net, tout ce qu'on met, c'est enregistré. Donc, quelqu'un peut le voir vite fait et puis partager, etc. Même si vous mettez quelque chose alors que vous avez fait juste une erreur, en moins de 5 secondes, quelqu'un peut le voir, faire une copie et garder ça. Donc, il faut faire très, 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 très attention sur ça. Donc, après ça, on va venir sur les traces involontaires qu'on parlait là. Donc, les traces involontaires, c'est des traces que nous faisons, mais en fait, c'est des traces en fait qui nous concernent, mais ce n'est pas nous qui les faisons en fait. Ça nous concerne, mais ce n'est pas nous qui les faisons.
Ça, supposons, par exemple, je fais une photo avec toi, tu es mon ami, et tu vas sur ton compte Facebook et tu publies. Là, tu publies la photo et tu dis, et tu m'attaques, tu publies la photo en plus, tu m'attaques, tu dis, Aman, viens voir la photo. Alors que moi, ce n'est pas moi qui a fait la photo, ce n'est pas moi qui a publié la photo, c'est toi qui l'as fait, mais tu m'as tagué. Tu vois? Ou bien les discussions que tu vois dans les commentaires, quelqu'un parle par exemple de l'astronomie ou bien de la science, je sais que mon ami aime la science, donc je le tague, je lui dis, Aman, viens voir cet article-là, ça te concerne. Tu vois, tout ça, en fait, c'est des traces que quelqu'un laisse à ton compte. Donc, c'est des traces involontaires. On ne peut pas savoir. Ça, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est les autres gens qui le font à notre place. Voilà, c'est ces traces-là. Ces traces aussi peuvent aussi être sur notre navigateur, n'est-ce pas? Ça peut être sur notre navigateur, notre historique de recherche. Par exemple, tu fais des recherches, tu fais des recherches, alors que tu as un site qui télécharge ton historique de recherche, alors que ça, ce n'est pas toi qui l'a ordonné. Il y a des sites qui le font, qui téléchargent des historiques de recherche. Alors, toutes ces tâches-là, ce n'est pas volontaire en fait, c'est involontaire. C'est les machines qui le font, etc. Donc, on dit ces tâches viennent souvent de notre ordinateur, des moteurs de recherche et les cookies. Bon, les cookies, en fait, c'est des variables. Bon, les cookies, c'est des trucs simples, en fait. C'est des variables qu'on stocke au niveau des ordinateurs utilisateurs. Par exemple, si tu as un site, tu peux, par exemple, créer une cookie, par exemple, qui va garder toutes les, par exemple, tout le trajet que l'utilisateur a fait sur ton site et tu le gardes sur sa machine. Maintenant, toi, par exemple, le propriétaire du site, quand tu as besoin d'accéder à ces informations-là, tu peux en accéder quand tu veux. Donc, tu l'as stocké au niveau de l'ordinateur du client. Donc, c'est pour cela les cookies, c'est dangereux à faire. Pour cela, c'est très dangereux. Mais des fois, on nous dit quand même que dans certains sites, on nous dit qu'on peut modifier en fait l'accès des cookies. On peut dire par exemple ce cookie-là, il ne fait que ça et ça et ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas déborder, faire tout. C'est-à-dire te surveiller, prendre tes informations et tout. Donc, il y a des sites qui te permettent de faire ça, hein, de dire, par exemple, modifier l'accès des cookies, etc. Mais il y a des sites quand même, ils disent accepter ou non. Mais bon, de toute façon, bon, on est obligé d'accepter. Même si on n'accepte pas, ça ne va pas passer. Parce que si on n'accepte pas, le site va se fermer ou bien ça ne va pas marcher. Donc, c'est difficile quand même. C'est difficile de contrôler ces genres de trucs-là. Mais il faut juste faire attention. Hein, parce que les cookies, c'est difficile de nos jours. C'est très difficile. Donc, ici, on parle aussi de traces héritiers. Bon, les traces héritiers, c'est les traces, sont les informations qui vous concernent, mais que vous n'avez pas publiées. Bon, c'est comme les traces involontaires. C'est presque la même chose en fait. Mais ici, on ne parle juste que des informations de quelqu'un aussi qui a été publié par quelqu'un d'autre, votre ami ou bien vos contacts, etc. Donc ici, on dit aussi que les informations, que les informations peuvent donc être visibles sur le net sans que vous ne sachiez et surtout sans votre accord. Donc ici, on vous dit que les informations sont incontrôlables, juste ça peut être visible sur le net sans que nous le sachions et sans que nous avons donné notre accord. Donc c'est pour cela que c'est dangereux. C'est pour cela qu'on dit souvent de bien réfléchir avant de mettre quelque chose sur le net. Voilà. Bon, c'est juste ça qu'on parlait sur le slide 3.6. Bon, l'identité numérique, c'est quoi l'identité numérique? C'est l'ensemble des traces que nous laissons sur le net, que ce soit des photos, images, textes, etc. Des traces, il y en a deux traces. Nous avons des traces involontaires, nous avons des traces involontaires et des traces volontaires. Les traces volontaires sont les traces que nous laissons nous-mêmes dans les sites. Les traces involontaires sont les traces que nous ne laissons pas. C'est-à-dire que nos amis font pour nous ou bien les ordinateurs font. C'est-à-dire les machines ou bien les cookies ou bien les moteurs de recherche. C'est ça les traces involontaires. Les traces héritiées, c'est les traces que laissent nos amis sur nous. Voilà. En gros, c'est ça, en fait, le slide 3.6. Donc, s'il y a des questions au niveau de ce slide-là, bon, on répond aux questions continues. Sinon, bon, on peut continuer. Y a-t-il des questions? Allez-y, là, posez vos questions. Vous n'avez pas de questions. Tout est clair. Bon, il faut poser les questions si ce n'est pas clair. Il faut écrire là. Est-ce que les gars, il faut écrire sur le chat là, si vous voulez écrire. Parce qu'il y a des micros que j'ai
que j'ai muté. Je ne sais pas si vous cliquez, ça va diffuser. Donc, allez, enfin, il y a quelqu'un qui s'avance. Allez-y. Bonsoir, monsieur. Augmentez votre voix, s'il vous plaît. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, oui. On vous remercie d'abord pour l'initiative. J'avais une petite question ici. On vous entend pas bien. J'avais une question ici. Allez-y. OK. Est-ce que dans l'Internet, on peut complètement supprimer notre donnée? OK. Allez-y, Hamad. Ah, d'accord. Monsieur participant 3. Oui. Donc, vous dites que est-ce que dans l'Internet, on peut supprimer totalement nos données? Oui, après les avoir introduits là-bas, parce qu'on peut avoir un regret de les avoir mettre là-bas. D'accord, je vois. C'est une très bonne question qui vient souvent. Hein? À chaque fois qu'on fait ce module, il y a cette question qui vient. C'est très intéressant de se poser cette question-là. Bon, je vais essayer de vous répondre. Bon, supprimer. Bon, en réalité, on peut dire qu'en réalité, on ne peut pas supprimer les données. Mais, en fait, on donne l'effet que les données sont supprimées. C'est-à-dire, on peut dire que tu peux supprimer une photo, tes images, tout. C'est-à-dire, quand tu supprimes, moi, je ne le vois pas, toi, tu ne le vois pas, les autres, ils ne le voient pas. C'est-à-dire tes amis, etc. Mais les développeurs de Facebook, par exemple, si c'est Facebook, les développeurs de Facebook, eux, ils ont toujours accès à ces données. C'est-à-dire, les données que vous avez supprimées, eux, ils ont accès à ça. C'est-à-dire, et après, ils peuvent l'utiliser à tout moment. Ils peuvent l'utiliser à tout moment s'ils veulent. Parce que ces données, en fait, ça les appartient. C'est-à-dire, quand vous regardez les conditions d'utilisation, c'est ça, en fait, qui est important. Par exemple, chaque logiciel que vous voyez, par exemple, Facebook, Instagram, ils ont des conditions d'utilisation, c'est-à-dire les CGU. Mais dans les conditions d'utilisation, il y a ce qu'on appelle, là où ils mettent, par exemple, la protection des données, c'est-à-dire protection de votre vie privée, quoi. Mais en fait, les plus grandes sociétés comme Facebook, etc., eux, en fait, les données, c'est ça qui leur donne de l'argent. C'est-à-dire qu'ils utilisent nos données pour faire de l'argent, pour nous vendre, quoi. Les publicités que vous voyez, tout ça, en fait, c'est ça. En fait, c'est nous le produit, en fait. Facebook, c'est gratuit. Tu viens, tu crées ton compte. Instagram, même chose. Snapchat, tu viens, tu crées ton compte. Gratuitement, tu ne payes rien. Mais en réalité, c'est toi le produit, en fait. C'est tes données-là que tu mets, que tu publies. C'est ça qui fait marcher le truc-là, qui fait marcher la plateforme. Donc, dans le CGU, ils disent que... Oui, allez-y. En fait, on peut dire que c'est l'adage, quoi. C'est l'adage qui a dit que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Exactement, merci, Michel. Exactement, c'est ça. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Exactement, c'est juste ça, en fait. C'est exactement ça. C'est nous le produit. Ils vont prendre nos données, ils vont le vendre. Maintenant, nous, quand on supprime nos données, c'est comme si on veut supprimer leur salaire. Tu vois, c'est comme si nous, on veut dire que non, tu ne vas pas gagner ce moment-là. C'est pour cela qu'eux, ils vont dire, d'accord, on va supprimer les données, mais toi et tes amis et les autres, vous n'allez pas le voir. Mais nous, on le garde toujours avec nous. On va l'utiliser pour faire des analyses, etc. Donc, c'est pour cela les informations, en réalité, ils sont pas supprimées, ils sont toujours gardées. Merci. Merci beaucoup pour la question et pour la réponse. C'est une question importante et intéressante. Très importante. Monsieur. Oui. Monsieur. Allez-y, dernière question. Est-ce que vous pouvez mettre cette vidéo en YouTube, s'il vous plaît? Ce sera fait. La vidéo est en train d'être enregistrée. Cette séance est en train d'être enregistrée. Oui, ce sera plus compréhensible, quoi. Après, on va prendre plus de notes. Oh, d'accord, parfait. Parfait. Merci beaucoup pour l'initiative. Merci beaucoup à vous. Il y a une question qui demande comment ils utilisent ces données pour le commercialiser. Bon. Ah, c'est une très bonne question aussi. Comment ils utilisent pour commercialiser? D'accord. Bon, en gros, qu'est-ce qu'ils font? En gros, ils utilisent ce qu'on appelle des algorithmes de ciblage, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de la publicité ciblée. Nous, par exemple, quand on veut faire de la publicité classique,
quand on a un produit. Par exemple, supposons que dans les télévisions, etc. La publicité sera classique. C'est-à-dire, c'est quoi? On met une vidéo de BMW qui roule dans toutes les chaînes de télévision du monde. Mais ça, en fait, ça ne touche pas tout ce qu'ils veulent de l'automobile. C'est-à-dire, même moi, si je n'aime pas une voiture de BMW, je vais voir la publicité sur la télé, mais je ne vais pas m'intéresser sur ça. Mais eux, ils vont proposer une publicité ciblée avec nos données. Avec nos données, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils savent, chaque jour, quand ils se réveillent, ils postent, par exemple, une photo de BMW ou bien à côté d'une BMW, à côté d'une voiture, etc. Automatiquement, l'algorithme sait que lui, il aime que les BMW. Il va mettre dans le dossier là, dans le base de données, que Ama aime les BMW. Maintenant, quand ils auront un client qui veut faire de la publicité pour le BMW, Ama sera le premier gars à voir la publicité. Ama va se connecter avec, tac, automatiquement, il va publicité. BMW, la nouvelle BMW qui sort de l'usine, il est là. Automatiquement, je suis fasciné. Je vais dire non, ça, il faut que j'achète ça en fait. C'est ça qu'il me fallait. C'est ça que je cherchais. Vous avez vu en fait la différence? Avec nos données, ils essaient de voir ce qu'on aime en fait. Ce qu'on aime utiliser, les outils qu'on aime, ce qu'on aime manger, ce qu'on aime faire. Parce que nous, en fait, on divulgue tout en réalité. Quand on va au restaurant, on met tout, on photographie. Quand on sort, on va quelque part, on divulgue. Avec ça, les algorithmes qu'ils ont derrière, ils vont étudier tout ça. Toutes les données là, ils vont l'étudier. Quand ils vont l'étudier, ils vont savoir, toi, qu'est-ce que tu aimes. Sans même te connaître, hein, c'est comme si c'est ta mère, en fait. Ils vont te connaître de A à Z, ils vont te matérialiser comme un objet, ils sauront quoi tu aimes. Dès qu'ils savent ce que tu aimes, toi, ils te mettent en poche, ils te gardent. Maintenant, quand ils ont des partenaires de publicité, par exemple, qui veulent des publicités de voitures ou bien de produits cosmétiques ou bien, etc., automatiquement, toi, si tu es dans cette catégorie, tu seras ciblé. De ce fait, le produit-là, il va avoir beaucoup plus de clients que dans la publicité classique. Parce que là-bas, c'est dans l'aveugle. La publicité classique, c'est quoi? C'est dans l'aveugle. Aller dans les médias, mettre une publicité. Tu peux toucher des millions de personnes, mais les millions de personnes ne sont pas intéressées. Alors qu'avec Facebook et l'autre, tu vas toucher des personnes qui sont à 90% intéressées. Donc, c'est pour cela, eux, c'est les données, en fait, les données, c'est de l'ordre pour eux. Pour cela, avec les données, ils font tout pour avoir nos données. Ils font tout pour savoir ce qu'on aime. Merci beaucoup, Hamad. Super. Merci pour la réponse. C'était bien aussi comme question. Donc, je pense qu'on peut avancer. Là. Merci beaucoup. Allez, tu peux commencer. Super. Donc, on va continuer notre slide là. On va essayer de voir au niveau de 4-6 les conseils, etc. Les conseils à prendre, les mesures. Donc, ici, on dit quelques conseils. C'est-à-dire, bon, ici, on nous dit quelques conseils, quoi faire pour éviter de laisser les traces, etc. Donc, ici, on dit, lorsqu'on vous demande de remplir, surtout ça, lorsqu'on vous demande de remplir votre profil, vous n'êtes pas toujours obligé de remplir tous les champs. Hein. Les champs obligatoires comportent souvent un astérix. C'est-à-dire que dans les formulaires d'inscription sur des sites, par exemple Facebook, Instagram, Snapchat, etc., obligatoirement, il y a des champs qui sont obligatoires. Il y a des champs, si tu ne les mets pas, tu ne peux pas t'inscrire. Mais il y a des champs aussi, si tu ne les mets pas ou si tu les mets, c'est des champs facultatifs. Ne pas mettre ou mettre, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est des champs juste pour eux qu'il ait plus d'informations sur vous. Donc, si on vous dit le formulaire, c'est nom, prénom, date de naissance, nom père, nom mère. On te dit que c'est juste votre nom, votre prénom, adresse mail qui est important. Le nom père, nom mère, ce n'est pas important, c'est facultatif. Donc, ne mettez pas ça. Ne mettez pas nom père, nom mère. Mettez ça vite et continuez. Mais si vous remplissez tout, c'est dangereux parce que là, vous donnez le système plus d'informations sur vous. N'est-ce pas? C'est ça. Et nous, c'est ça qu'on évite. On évite de donner plus d'informations sur nous, sur le système. Donc, c'est pour cela qu'on dit que dans les formulaires, il faut éviter de remplir les champs facultatifs, c'est-à-dire les champs qui ne sont pas obligatoires. Et chaque fois, on le met par, bon, je vais dire par, je sais pas, par convention, on met un astérix au niveau du champ. On met un astérix au niveau du champ. On dit que ça, c'est obligatoire. Donc, dès que vous voyez un astérix au niveau d'un champ, sachez que c'est obligatoire. Si vous ne le voyez pas, de base, ce n'est pas obligatoire.
Ça, vous pouvez laisser vide. Donc, on laisse vide. Donc, ici, on dit aussi, si on vous demande votre localisation, vous pouvez répondre vaguement. Indiquez, par exemple, le nom d'une grande ville proche au lieu du nom de votre village avec la rue et le numéro. Donc, ici, on nous dit, par exemple, si on nous dit, quel est où est-ce que vous habitez? Mais dites, par exemple, j'habite au Sénégal, point. N'est-ce pas? Vous habitez au Sénégal, mais ne dites pas, j'habite au Sénégal, j'habite à Dakar, j'habite à Yoff, j'habite, etc. Ne soyez pas précis, en fait, à 100%. Essayez d'être un peu plus vague. Comme ça, le système ne saura pas exactement là où vous êtes, mais vous avez répondu à la question. Par exemple, où vous habitez au Sénégal? Dites Dakar, j'habite à Dakar. Vous n'avez pas besoin de dire j'habite à Dakar, je ne sais pas, Dakar, Yoff, Nord Foire, à côté de l'usine, etc., rue 3, etc. Ne soyez pas explicite. Dites juste un truc qui est vague. Dites un truc le plus vaguement possible en répondant à la question. Ne soyez pas très précis. Parce que plus que vous êtes précis, plus le système, il en sait plus sur vous. Donc ici, on vous dit aussi, quand vous n'êtes pas obligé de divulguer votre nom et prénom pour utiliser un pseudonyme, c'est-à-dire un surnom. Ici, on dit par exemple, quand on n'oblige pas de mettre notre nom et prénom, on peut utiliser un pseudonyme. Par exemple, on peut dire par exemple pseudonyme comme quoi? Pseudonyme, par exemple, on peut utiliser les noms des footballeurs qu'on aime, par exemple Messi 26 ou bien Cristiano 7. Tu vois, on peut utiliser des noms en fait de nos super-héros, quoi. Par exemple, des films ou bien des noms d'avatar, etc. On peut utiliser des noms que nous connaissons, quoi, mais qui ne sont pas nos vrais noms. Juste pour confidentialité, quoi, pour que personne ne cherche notre vrai nom et notre vrai prénom. Voilà. On dit aussi à la place de votre photo, vous pouvez aussi utiliser un avatar. Par exemple, là où vous devez mettre votre photo, vous pouvez mettre une photo de joueur de football ou bien photo de fusée, photo de, je sais pas, de ballon, etc. N'essayez pas de mettre votre vraie photo, essayez de mettre des photos d'autres choses. Comme ça, au moins, il ne sait pas qui vous êtes en fait. Il n'a pas votre vraie photo, etc. Donc, c'est dangereux de mettre votre vraie photo dans certains réseaux sociaux. C'est très dangereux. Donc, mieux vaut mettre des avatars, quoi. C'est plus sûr. On vous dit aussi de réfléchir avant de publier un message sur les réseaux sociaux. Évitez de publier un message qui pourrait nuire à votre réputation ou vous porter préjudice. Ne publiez pas non plus des propos méchants ou racistes. Bon, là, on nous dit de faire très attention avec les réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir, les réseaux sociaux, ils sont très bien surveillés. Hein. C'est des réseaux très, très, très surveillés. Il y a des mots, en fait, il y a des mots qu'on appelle des mots, comment on appelle ça encore? Bon, sincèrement, j'ai oublié comment les appeler, mais c'est des mots, en fait, qui t'éliminent d'office du système. Par exemple, quand tu mets des commentaires, tu ajoutes djihadiste, tu ajoutes terroriste, tu ajoutes par exemple nazi. Tu ajoutes des mots en fait qui sont des mots extrémistes, des mots très extrémistes. Dès que tu l'ajoutes dans ton commande, automatiquement, toi, tu es surveillé en fait. Toi, le commande, il est surveillé. Il est surveillé par tu sais même pas, par des services de renseignement, etc. Le commentaire, il est mis, toi, tu es surveillé, tu es mis sur, tu écoutes. Parce que ça, c'est des mots qu'on n'utilise pas en fait. Pour cela, il ne faut pas mettre du n'importe, même en jouant, il ne faut pas mettre ce genre de propos. Il ne faut pas parler du terrorisme, il ne faut pas parler de trucs en fait qui dépassent en fait le raisonnable. Il ne faut surtout pas faire ça, parce que ça peut vous nuire. Même ici au Sénégal, il y avait une histoire là. Il y avait un jeune bachelier qui avait commenté, bon, sur le, je savais pas, sur le Charlie Hebdo, il avait commenté là-dessus. Mais dès qu'il a fait son commentaire, automatiquement, les gens l'ont localisé et l'ont mis en prison. Juste à cause de son commentaire, ils l'ont mis en prison. Donc, c'est une preuve que les réseaux sociaux, ils sont mis au pain feu. C'est-à-dire, ils sont très, 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 très bien surveillés. C'est pour ça qu'il faut faire très, 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 très attention là-dessus. Il ne faut pas publier des messages qui peuvent nuire, ni à vous, ni à vos amis ou bien à quelqu'un d'autre. Il faut faire très attention, les gars. Il faut faire très attention. Donc, c'est juste ça hein, qu'on va voir sur le 4-6. Donc, si vous avez des questions ou bien des remarques là-dessus, on répond à ça. Après, on continue. Il y a des questions? D'accord. Je vois des questions sur la discussion. Les sites du dark web sont-ils légaux?
Bon, les sites du dark web, ils ne sont pas légaux quand même. Non, les sites du dark web, ils sont illégaux. Ils sont illégaux parce qu'eux, ils sont dans le réseau Tor, en fait. Ils ne sont même pas dans le World Wide Web. Eux, ils sont dans le propre World Wide Web à eux. C'est-à-dire qu'ils ont créé leur propre réseau peer-to-peer entre eux et ils ont créé leur propre Internet, quoi, entre eux. Donc, c'est pour cela que ce réseau n'est pas considéré comme légal, en fait. Les sites ne sont pas... Parce qu'il y a des sites qui font n'importe quoi. Hein. Il y a des sites qui vendent de la drogue en ligne, des sites qui permettent d'engager un tueur à contrôle. C'est pas totalement le contrôle. Là-bas, c'est l'anarchisme, en fait. C'est-à-dire que c'est les grands groupes de hackers qui gèrent ces genres de réseaux-là. Donc, ces sites ne sont pas légaux. Les sites légaux, ils sont dans le World Wide Web. Mais dans le Dark Web, les sites ne sont pas légaux. Donc, ici, on nous dit encore, le participe Ramatoulaye nous dit, je pense que même sans être précis, ils ont déjà tous nos coordonnées puisqu'il s'agit de réseaux planétaires. Bon, vous avez raison d'une part, Ramatoulaye. Bon, de base, eux, ils ont tout. Hein. Ils ont tout. Parce que dès que tu actives ta localisation, ils ont toutes tes données. Ils ont la localisation précise. Hein. Mais ils te demandent juste, vous savez, ils te demandent juste pour vous leurrer, quoi, en réalité. C'est juste pour vous leurrer, en réalité. Hein. Mais ils ont votre localisation. C'est vrai, ils ont votre localisation en réalité. Mais bon, vu qu'ils mettent ces champs-là, donc mieux vaut le leurrer eux aussi. Même si ils veulent nous leurrer en nous disant donnez votre localisation, mais en sachant qu'eux, ils le savent déjà. Donc, nous aussi, on les leurre, on leur donne des informations fausses. Mais ce que vous avez dit, c'est la réalité. Hein? Eux, ils savent déjà ça. Mais ils nous demandent ça, en fait. OK. Mais en fait, il y a autre chose aussi, c'est que les données doivent être mises à jour, en fait. Donc, eux aussi, ils ont besoin que vos données soient mises à jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils veulent que vous renouvelez vos informations. C'est sur ça aussi qu'il faut jouer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout le temps renouveler vos informations. Vous changez d'adresse, il ne faut pas toujours changer ça automatiquement. Vous activez votre localisation, il ne faut pas le faire tout le temps aussi. Donc, moins de données, moins ce sera. Donc, plus vous donnez des informations et plus vous exposez, et ils auront un accès plus facile pour vous repérer. C'est ça. Exactement. Bon, c'est exactement ça ce que M. Ba a dit. Hein. Eux, ils ont besoin que vous mettez à jour vos données aussi parce qu'ils ne peuvent pas vous traquer H24. Parce que si vous traquez aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez donné l'autorisation à votre localisation. Donc, demain, vous pouvez être dans un autre endroit. Donc, il est préférable que vous désactivez ces fonctionnalités-là. Donc, comme M. Ba a dit. Donc, il faut qu'on essaie aussi de contrer nous aussi. Hein. On essaie de contrer. Complément. En propos des publicités, j'ai un constat. Lorsque j'ai fait une recherche sur Google, je la trouve aussi en Facebook. Ah ouais, ce que le participant 3 parle. Bon, c'est ça qu'on appelle en fait bon, c'est une sorte de linkage en fait entre les multinationaux. C'est-à-dire, en fait, les cookies qu'on parle souvent là, en fait, il y a des cookies qui te permettent de traquer de site en site. C'est-à-dire Google. Quand tu es en Google, sur Google, il y a un cookie Google qui se crée sur ta machine. Quand tu quittes Google, le cookie Facebook là, il va interroger au cookie Google. Il va dire le cookie Google là, qu'est-ce que mon utilisateur a fait quoi? Tu dis, voici, c'est ça, tout ça, c'est ça qu'il a fait. Maintenant, Facebook va dire, ah d'accord, il a fait tout ça, merci. Je continue la route. Maintenant, quand tu quittes Facebook, tu vas à YouTube. Le cookie YouTube là, il va prendre tout ce que le cookie Facebook a fait, il va continuer le chemin. C'est-à-dire les cookies sont liés quoi, entre les multinationales. C'est pour cela les recherches que vous faites sur certains sites, ça se répète sur d'autres sites. Voilà, parce que les cookies là, ils sont liés. C'est-à-dire eux, ils marchent en écosystème quoi. C'est-à-dire c'est comme si en fait c'est un business. Parce qu'ils savent le business c'est pour eux. YouTube par exemple, YouTube ça appartient à Google, n'est-ce pas? C'est tous des Américains. Facebook aussi c'est la même chose, c'est des Américains. Mais vu qu'ils ont les plus grandes parts du marché, donc ça serait plus efficace qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se partagent les données. Donc c'est pour cela les cookies qu'ils font, les cookies, ils les font en sorte de linkage. C'est-à-dire une cookie te suit d'un site. Lorsque tu quittes le site, tu vas sur un autre site.
L'autre cookie va donner à l'autre cookie le reste. Il va aller bas, là, continuer le travail, à quitter le site. Toi, tu continues le travail, etc. Pour cela, vous retrouvez d'énormes trucs là sur les autres sites là. Facebook, Google, Instagram, tout ça, les recherches, ils sont liés. Voilà, ils sont tous liés. Exactement, Ramatoulaye. Rama, ils sont tous des complices entre eux, ouais. Bon, ils sont tous des complices, hein, c'est ça. Même en programmation, on a quelque chose qu'on appelle des EPA. Bon, les EPA, c'est quoi? Les EPA, c'est par exemple Google, il a des EPA. YouTube, il a toute entreprise informatique a un EPA. Bon, je vais vous expliquer c'est quoi un EPA. Une EPA, c'est une sorte d'accès à une base de données. Par exemple, YouTube, il a une base de données de vidéos, des vidéos, comment que j'ai fait, n'est-ce pas? Google aussi a une base de données des recherches, comment que j'ai fait. Facebook a une base de données des vidéos, des photos que j'ai fait. Maintenant, les API, ça permet de faire quoi? Ça permet de lier. C'est-à-dire que je peux prendre des informations sur Facebook et les connecter à mes informations sur YouTube, les connecter à mes informations sur Instagram, etc. C'est-à-dire, moi, je peux voir toutes mes vidéos YouTube. Je peux voir aussi toutes mes posts Facebook que j'ai fait. Je peux aussi voir toutes les publications Instagram que j'ai fait. Juste en étant développeur, je peux tout voir en une seule plateforme. Je peux créer une plateforme que je peux appeler tous les sites.com. Avec cette plateforme-là, je connecte toutes les API entre eux. Dès que je me connecte, j'ai tous mes messages d'Instagram, je les ai, mes messages de Facebook, je les ai, mes messages de Twitter, je les ai. Dans une même page, je peux tout avoir. Parce qu'eux, en fait, ils mettent ça pour travailler ensemble, pour faire des linkages entre eux. Mais en réalité, ils l'utilisent souvent pour faire ça, ce que vous avez dit, pour travailler ensemble dans les publicités. C'est-à-dire linker les publicités, quoi. C'est-à-dire une publicité se trouve dans Facebook, la même chose, il se retrouve dans YouTube, il se retrouve dans Twitter, dans Instagram. C'est ça l'utilité, quoi. Mais c'est très intéressant, hein? Eux, ils sont complices entre eux. Hein? C'est juste ça, ils sont complices entre eux. Bon, c'est le monde du business, hein? C'est des milliards de dollars. Et eux, ils savent que mieux vaut être ensemble, exploiter, que d'être seul. Hein? Parce que s'ils étaient seuls, ils seraient divisés. Et ça ne serait pas performant pour eux. Alors que s'ils étaient ensemble, chacun peut marcher l'argent gratuitement, sans se fatiguer, etc. C'est-à-dire l'utilisateur, lui, c'est lui qui perd. Tu quittes un ennemi pour aller vers un autre ennemi. Donc, c'est eux qui gagnent. Hein? Tu vas sur Facebook, tu quittes Facebook, ils te suivent à YouTube, tu vas sur YouTube, tu quittes YouTube, tu vas à Instagram, ils te suivent sur Instagram. Donc, tu continues là où tu pars, ils te suivent. Ils sont très malins. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il faut faire très, très, très attention. Donc, si c'est ça seulement comme question, on continue. Mais c'est intéressant votre question. Franchement, c'est intéressant. Donc, oui, c'est intéressant. Avant, il nous reste 2 slides. Hein? Voilà. Ouais, il nous reste 2 slides. Parfait. Les gars, 2 slides. Je réponds juste à une question, après on continue. Donc, ils peuvent détecter les personnes qui utilisent ces genres de sites pour mettre fin à la conversation illicite. Bon, ils peuvent les détecter, mais le problème, c'est que dans ces genres de réseaux, c'est difficile de localiser. C'est-à-dire, c'est difficile de faire le reverse engineering. Par exemple, quand tu es sur le World Wide Web, là-bas, c'est régularisé, quoi. Même quand tu veux faire un site là-bas, dans le World Wide Web, tu dois mettre des papiers. Tu dois mettre ton nom, ton prénom, date de naissance, numéro postal, etc. Tu dois mettre beaucoup d'informations sur toi. Donc, eux, ils savent toi qui tu es quand tu mets un site. N'est-ce pas? Ils savent aussi où sont tes serveurs. Donc, pour te localiser, c'est plus facile parce qu'ils ont déjà tout. Mais là-bas, dans le dark web, là-bas, c'est le désordre total. Là-bas, il n'y a pas tous ces protocoles-là. Tous ces protocoles-là sont presque inexistants. Donc, pour te localiser, c'est très difficile. C'est ultra difficile. En plus, le réseau le plus fou, c'est que le réseau, en fait, c'est un réseau peer-to-peer. C'est-à-dire chaque ordinateur est un serveur. Là-bas, si tu détruis un ordinateur, ça continue à fonctionner. C'est-à-dire quoi? Ton ordinateur est un Internet. Moi, mon ordinateur est un Internet. L'autre, c'est un Internet. C'est-à-dire quand je détruis ton ordinateur, le réseau continue à vivre. C'est ultra difficile de se faire choper là-bas. C'est pour cela les chercheurs de FBI, qu'est-ce qu'ils font?
ils vont souvent créer des faux comptes là-bas et essayer de parler aux hackers, essayer de parler jusqu'à un moment donné. Ils vont essayer d'avoir des failles, etc. et de localiser. Et même eux, ils ne contrôlent pas ce réseau-là. Ils ne peuvent pas le contrôler parce que c'est de l'anarchie, quoi. Chaque machine est maître du réseau. Donc, ils ne peuvent pas avoir le contrôle total sur ce réseau-là. Pourquoi pas porter plainte avec tous ces gens? C'est quels gens vous parlez, Ndeyhar? Dites-nous c'est quels gens. Après, je reviens sur cette question-là. Donc, je continue le slide. Mais dites-moi quel genre de personnes vous parlez. Donc, M. Ba, je continue le slide. Hein? Ici, on est sur... Oui, tout à fait. Tu peux continuer. Après, on reprendra les questions. D'accord. Je vais cliquer là. D'accord. Ici, on nous dit, on est au niveau du 5-6. Ici, on dit les réseaux sociaux sur Internet sont les applications ayant comme objectif de relier des amis, des connaissances ou des associés. Bon, ça, c'est une petite définition des réseaux sociaux. Hein. Ça, les réseaux sociaux, c'est des applications qui nous permettent de nous relier entre amis, des connaissances ou des associés. Par exemple, moi, je suis là et je veux parler à mon ami, etc. Donc, les réseaux sociaux, eux, ils permettent de gérer ce problème-là. Donc, ici, nous avons un petit schéma là. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais un peu je vais utiliser le marqueur. Voilà, un petit schéma ici qui nous montre comment c'est structuré en fait, comment ça marche. Donc, on dit le principe de réseau social est de retrouver des personnes que vous connaissez qui, à leur tour, vont permettre de rentrer en contact avec d'autres personnes. De fil en aiguille, votre réseau peut-être vite devenir considérable. Donc, vous voyez comment ça marche. C'est très simple. C'est-à-dire, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est juste, en fait, ils ont juste fait un truc très simple. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu as besoin d'amis, n'est-ce pas? Mais déjà, tu as des amis. De base, tu as au minimum genre un ami. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chez ton ami, ils vont regarder les amis de ton ami, ils vont te proposer là ses amis comme amis. Je ne sais pas si vous comprenez. Toi, tu es là, tu as un ami, n'est-ce pas? Tu as un ami qui s'appelle X. Ton ami X a des amis qui s'appellent YZ. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te proposer les amis de X, c'est-à-dire X et c'est-à-dire YZ. En plus de ça, ils vont te proposer les amis de Y et les amis de Z, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela, là-bas, après, ça sera de connexion entre tout le monde. C'est-à-dire tous tes amis que tu as, leurs amis, ils vont te les proposer. Leurs amis aussi à eux, ils seront proposés à toi et vice-versa. Ils vont créer un réseau. C'est pour cela qu'on parle de réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est des amis entre amis, entre amis, entre amis, entre collègues, ça peut être des collègues, des associés, etc. Comme, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est pour cela que ce schéma-là, hein, on voit des links là entre les gens. Donc, c'est ça, les réseaux sociaux. C'est juste une liaison entre amis. Mais la liaison est très grande. En fur et à mesure qu'on continue, ça devient grand grâce. Pour cela, moi, je peux être ton ami dans les réseaux sociaux, alors que toi, tu es l'ami de mon ami de mon ami. Voilà. Et vite fait, on est amis sur les réseaux sociaux. C'est pour cela, là-bas, vous voyez vos familles, vos amis, vos proches, etc. Voilà. C'est juste comme ça que ça marche. Donc, ici, on dit quel est l'intérêt, c'est-à-dire l'intérêt des réseaux sociaux. Pour ça, moi, il y en a plusieurs. Hein. Les réseaux sociaux, c'est génial pour trouver des personnes perdues de vue. Par exemple, imaginons, tu avais un ami qui, ça depuis longtemps, vous ne l'avez pas vu. Avec les réseaux sociaux, c'est facile. Vous tapez son nom et vous recherchez. Vite fait, vous retrouvez. Donc, c'est facile de retrouver des personnes perdues de vue. Rencontrer de nouvelles personnes, c'est-à-dire si tu peux rencontrer de nouvelles amis, c'est très facile. Dès que tu vas sur ton page, il te propose des milliers d'amis. Donc, tu peux vite faire ajouter les amis et faire de nouvelles rencontres. Vous tenir au courant des nouvelles de vos contacts et amis, c'est-à-dire les partages qu'ils font, les vidéos qu'ils partagent, les images, les textes, etc. Tout ça, vous pouvez le voir. Partager une passion, un intérêt, voilà, sur tout ça. Par exemple, si vous suivez des pages de football ou bien des pages de trucs d'espaciel, etc. Ça dépend de votre passion. Si vous aimez le golf, vous pouvez suivre une page qui parle de golf, etc. Donc, ça permet de voir tous les gens qui aiment le golf, tous les gens qui aiment le football. Donc, vous aurez des amis, quoi, passionnés.
de ce que vous voulez, quoi. Vous allez vous retrouver, quoi, dans votre passion. Si vous aimez les jeux vidéo aussi, vous regardez les pages jeux vidéo, vous allez retrouver des gens qui aiment que les jeux vidéo. Donc, ça vous permet de partager une passion, quoi. Développer vos réseaux de relations privées ou professionnelles. Surtout ça aussi, hein, surtout ça. Les réseaux sociaux, ce n'est pas justement pour faire en fait de la discussion, mais c'est un outil très, très intéressant pour développer son réseau privé et professionnel. Pour les réseaux sociaux, tu peux voir, tu peux rencontrer des directeurs, tu peux rencontrer des recruteurs, tu peux rencontrer des directeurs techniques, tu peux rencontrer tout, des consultants, tout. Donc, tous, ils ont un compte dans les réseaux sociaux, au moins. Donc, si vous faites des recherches, vous pouvez trouver tout ça, ou bien des pages qui parlent, par exemple, de travail, des pages qui parlent, par exemple, d'offres d'emploi. Tout ça, vous pouvez trouver ça dans les réseaux sociaux. C'est un vaste truc là, c'est un vaste ressource pour ça, pour des trucs professionnels et privés. Donc, il faut surtout faire ça. Hein. Il faut toujours essayer de vous abonner sur ces pages-là. Travaillez votre image aussi. Ça vous permet de travailler votre image. Si, par exemple, vous êtes un jeune à la recherche de travail, donc ça peut être bon, un CV pour vous. Vous pouvez faire de vos réseaux sociaux comme un CV. Vous pouvez, par exemple, mettre vos diplômes si vous voulez, par exemple, comme LinkedIn, mettre tous vos parcours, etc. Donc, ça vous permet de faire beaucoup de choses. Vous faire connaître aussi, vous faire connaître votre travail. Vous faire connaître en publiant ce que vous faites. Par exemple, si vous êtes un blogueur, comme on appelle ça aujourd'hui maintenant les blogueurs, ceux qui voyagent par exemple dans les avions, qui font de la dégustation culinaire, etc. Eux, par exemple, ça leur permet de le faire connaître. Parce qu'avec ce qu'ils font toute la journée, ils le filment, ils le mettent sur le net, automatiquement, il y a des gens qui sont intéressés. Ou bien faire connaître votre travail. Si par exemple, vous êtes blogueur aussi, même chose. Ou bien vous êtes cuisinier, ou bien vous êtes pilote, vous pouvez chaque jour filmer votre travail. Mais il y a sûrement des gens qui seraient intéressés par ça et qui vont vous suivre. Donc, les avantages, ils sont illimités. Hein? Il y a des avantages illimités pour les réseaux sociaux. On peut faire beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est juste exhaustif. Hein? Donc, il y a d'autres avantages aussi. Bon, donc, je pense que c'était tout pour ce slide-là. Voilà. Donc, on va à 6, 7. Bon, ici, on nous parle de quelques exemples de réseaux sociaux que nous avons ici. Bon, nous avons Facebook ici. Bon, Facebook, le réseau social que tout le monde connaît. Hein? Bon, moi, je dirais que c'est la mère de tous les réseaux sociaux. Alors, vous m'entendez? Je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, on vous entend, hein? C'est bon. Ah, d'accord. Désolé, je crois que c'est la connexion là. Donc, ici, nous avons Facebook, qui est la mère de tous les réseaux sociaux. Moi, je dis ça souvent, hein, qui est la mère de tous les réseaux sociaux là, qui sont ici, hein, la mère de ceux qui sont ici. Donc, avant Facebook, il y avait d'autres réseaux sociaux, mais qui n'existent plus, n'est-ce pas? Il y avait d'autres réseaux sociaux qui n'existent plus. Mais en ce moment-là, Facebook, bon, avec ceux qui sont là, comme WhatsApp, Twitter, etc., Facebook, c'est leur mère. Hein. Bon, Facebook, c'est un réseau social de type global, en fait, qui permet de faire beaucoup de choses, qui permettent de poster des photos, des vidéos, bon, de parler avec ses amis via des appels vidéo, via les appels, messages, etc. Bon, c'est un réseau all-in-one. Moi, je dirais que Facebook, c'est un all-in-one. C'est-à-dire qu'il y a tout ce que les autres font, il y a dans Facebook. C'est-à-dire c'est tout en un, quoi. C'est comme les machines que vous voyez, les machines qui n'ont pas d'unité centrale, qui n'ont pas d'écran. C'est-à-dire, l'écran et l'unité centrale, c'est dans le même coup. Tu viens, tu appuies, tu démarres et tu utilises la machine. Tu ne vois pas d'unité centrale, tu ne vois pas de clavier par souris. C'est all-in-one, quoi. Moi, je dirais que Facebook, c'est ça. Il permet de tout faire. Lui, il y a toutes les fonctionnalités. Lui, de base, il a été construit pour juste partager des événements, en fait. C'est une sorte de bloc. Quand Mark Zuckerberg l'a construit, c'est une sorte de bloc. Un bloc, quoi. Une sorte de bloc-notes, quoi. Genre un bloc où on met notre histoire, quoi. Vous savez, les Toubab, eux, ils ont des blocs. C'est-à-dire, eux, ils ont des petits cahiers où ils mettent ce qu'ils vivent, quoi. Par exemple, quand ils ont des moments de bonheur, ils écrivent, par exemple, aujourd'hui, j'ai vécu ça, etc. Aujourd'hui, j'ai fait ça. C'est ça, quoi, le bloc là.
Comme dans les films, on les voit avec leur bloc là, avec leur cahier. Donc, Facebook, il a juste fait ça sous format numérique. C'est un bloc sous format numérique, quoi. Tout ce que tu devais mettre sur ton cahier là, tu le mets sur Facebook et tu le gardes. Tu le partages avec tes amis si tu veux. Donc, Facebook, c'est ça, c'est leur mère. Donc, en passant par Facebook, on va venir vers WhatsApp. WhatsApp, lui, c'est un réseau social très intéressant qui a révolutionné le monde. Avec quoi? C'est lui le réseau qui a mis en place le push to talk là, c'est-à-dire les messages vocaux. C'est le premier réseau à mettre ça sur le marché, c'est-à-dire le fait d'appuyer sur un bouton, parler et envoyer un message. Parce qu'avant, nous, qu'est-ce qu'on savait sur les réseaux sociaux? C'est juste faire des textes, hein? Faire des textes et des appels vidéo et des appels. C'est ça qu'on avait, c'est ça qu'on savait. Mais les vocales, on ne les savait pas. On n'avait pas l'habitude de mettre des vocales. Il n'y avait que Viber qui le faisait et WhatsApp. Mais WhatsApp, c'était les premiers. Donc, avec WhatsApp, ils ont révolutionné le monde. Ils ont simplifié la communication. Parce que Facebook, c'était très gros. Il y avait tout. C'était mélangé, quoi. Il y avait de la news, actualité, il y avait des photos, des vidéos, il y avait du business, il y avait tout. Alors qu'eux, ils ont juste pris une petite partie. C'est juste la communication. Eux, ils ont voulu gérer ce qu'on appelle la communication entre deux personnes. Message, message, vidéo et son. Juste ça. Il n'y a pas de page là où tu scrolls, tu mets riche, etc. Ils ont simplifié le tout. C'est pour cela qu'ils ont révolutionné le marché. Après, quand ils ont commencé à se positionner, Facebook a vu que WhatsApp s'était bien positionné là, eux, ils risquent de perdre leur business. Parce qu'il faut savoir que niveau ergonomique, WhatsApp était 1000 fois plus facile que Facebook. Parce que, imaginez, donnez votre maman Facebook et donnez votre maman aussi WhatsApp. Imaginez lequel il va le plus comprendre entre les deux. Il va vite fait comprendre WhatsApp. Facebook, il ne pourra pas comprendre Facebook vite fait. Donc, Facebook, c'est pour les intellectuels, quoi, en fait, en gros. Ce n'est pas ergonomique. Alors que WhatsApp, c'était un outil très ergonomique, très simple, très facile à utiliser. Avec des boutons très simples, quoi. Cliquer, écrire, lancer message. Donc, c'est pour cela WhatsApp a commencé à gagner des marchés, quoi. A commencé à concurrencer Facebook. Après, qu'est-ce que Facebook a fait? Facebook, vu qu'il est le leader dans le marché, donc il sait qu'il est menacé, il a automatiquement racheté ça. Il a dit, bon, il y a des dollars ici, des millions de dollars, on vous rachète et c'est tout. Donc, vu que WhatsApp aussi, les milliards de dollars qu'on les a donnés étaient ultra grands, et en plus, ils savent que Facebook aussi pouvait créer un WhatsApp, même chose que eux, et reprendre les marchés, parce que dans le business, c'est comme ça, hein? Si tu es le plus grand, donc tu as toutes les capacités. Donc, Facebook, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il te propose? Soit on te rachète, tu gardes l'administration, mais c'est nous qui possédons tout le contrôle avec des milliards de dollars. Soit tu refuses et on va te concurrencer. Te concurrencer, c'est quoi? C'est prendre ton code source, recréer ça, un WhatsApp identique à toi-même. Change juste des trucs comme un Telegram, faire un WhatsApp textile. Et en plus, nous, on va être les premiers. Pourquoi? Parce qu'on a plus de budget que toi. On a plus d'argent que toi. On va créer cette application-là, on va mettre ça partout, tout le monde va utiliser ça. Toi, dans 2 ans, 3 ans, tu vas être et tu vas sombrer. Donc, les gens, ils vont dire que, bon, mieux vaut prendre de l'argent, quoi, et exister, quoi, que de concurrencer. Donc, c'est pour cela que Facebook a racheté WhatsApp après. À la fin, ils les ont rachetés et ils ont mis leur emblème là-bas. Mais c'est un réseau social quand même qui était très bien, hein, quand il était WhatsApp seulement. Mais maintenant, vu que c'est Facebook qui le gère, donc c'est un produit maintenant de Facebook, quoi. Mais il est tout le temps bien, hein, mais ouais, jusqu'à maintenant, il est bien. Et moi, j'aurais aimé qu'il continue la concurrence, quoi. Parce que là, ils auraient plus de possibilités à faire ce qu'ils veulent. Mais là, vu qu'ils sont sous le contrôle de Facebook, donc là, c'est Facebook qui gère leur évolution. Mais franchement, c'est un réseau social très intéressant dans le point de vue de communication instantanée, quoi, entre deux personnes, vite fait, quoi. Donc, après, nous avons quoi? Nous avons YouTube. YouTube, là, en rouge. Bon, YouTube, c'est une plateforme aussi, hein, bon, c'est un réseau social aussi, on peut dire réseau social. Mais c'est le réseau social, c'est le réseau social surtout basé sur du streaming, quoi. Sur du streaming de vidéos.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, par exemple, pour faire des vidéos en ligne, il n'y a pas de plateforme qui gère ça. Il n'y a pas de plateforme, quoi. Parce qu'avant, bon, je pense que, bon, je ne sais pas trop si c'est Dailymotion. Il y avait Dailymotion. Je ne sais pas si vous connaissez. Dailymotion, c'est comme YouTube, mais je ne sais pas qui, en fait, qui était le premier entre eux. Je ne sais pas qui était le premier entre eux, mais il y avait Dailymotion quand même. Il y avait Dailymotion qui permettait de faire des vidéos. Et il y avait aussi YouTube. Bon, c'était les deux qui existaient dans le marché, Dailymotion et YouTube. Mais YouTube, quand même, il est le plus connu, hein, parce que lui, c'est Google qui l'a fait. Donc, lui, c'est simple. C'est comme Dailymotion. Il permet juste de mettre des vidéos en ligne. Comme les vidéos que vous voyez là, en ligne, les vidéos de Mahfouz là, les vidéos de Astic, tout ça, en fait, c'est juste un réseau social qui permet de poster des vidéos. Avec ces vidéos, on a ce qu'on appelle des abonnés, des gens qui vont venir s'abonner. Et quand ils vont s'abonner, quand tu postes une vidéo, ils vont recevoir la vidéo comme notification, quoi. Maintenant, toi, tu vas gagner de l'argent en fonction des vues que tu as. Si tu as 1000 vues ou bien 1 million de vues, ils vont dire que tu vas gagner tant par mois ou bien tant par minute, etc. Donc, c'est ça le business, quoi. C'est juste une plateforme de réseau, mais truc vidéo, quoi, du streaming de vidéos, mettre en ligne juste des vidéos. Il n'y a pas de discussion instantanée, il n'y a pas de discussion de statut, il n'y a rien. Là-bas, c'est juste vidéo. Donc, c'est ça, en gros, Instagram. Non, YouTube, désolé, YouTube. Je commence à dormir là. C'est le Ramadan qui me prend là. Donc, c'est ça, en fait, YouTube. Donc, après, on a quoi? On a Instagram. Bon, Instagram que tout le monde connaît. Instagram. Bon, Instagram, c'est une plateforme aussi de réseau social. Mais lui, il est plutôt basé sur les stories, en fait. Je ne sais pas si vous savez, les stories. Voilà. Les stories, en fait, c'est quoi? Les stories, c'est des petites vidéos. Des petites vidéos ou bien des petites photos qui parlent en fait de ce que tu es en train de faire en ce moment. Tu vois, en fait, ce que tu es en train de faire en ce moment, quoi. Ce que vous appelez, voilà, statut. Ce que WhatsApp est statut. C'est Instagram qui a bossé sur ce truc, quoi. Les petits instants, quoi. Voilà, les petits instants que tu vis. Par exemple, tu es en train de boire du mojito. Tu fais hashtag je bois du mojito. Tu publies. C'est des petites photos, en fait. C'est des petites photos de ton instant en ce moment, ce que tu vis, ce que tu fais, quoi. C'est un réseau social qui est basé sur ça, quoi. Basé sur ce que tu fais en ce moment. Donc, c'est pour cela, on l'appelle surtout Instagram, bon, avec Instant. Bon, c'est ça, en fait. Eux, ils sont plutôt basés sur ça. Mais ils n'étaient pas basés sur de communication, mais ils sont plutôt basés sur des petits instants, quoi. Sur l'instant ce que tu fais en ce moment, etc. C'est pour cela, là-bas, il y a beaucoup de blogueurs, il y a beaucoup d'influenceurs, etc. Parce qu'ils utilisent ça souvent, c'est plus adopté, quoi. C'est ergonomique aussi, quoi. C'est facile. Tu viens, tu postes une photo, vite fait, ça va, et c'est facile, quoi. C'est pas grand comme Facebook, c'est pas aussi trop communication comme WhatsApp. C'est juste pour les stories. Donc, après, nous avons quoi? Nous avons LinkedIn. Bon. Un peu plus rapidement, Ama, le temps file. Moi, j'ai oublié le temps. Désolé. J'ai même oublié le temps là. Je suis désolé, les gars. Donc, on va pas accélérer. Hein. Donc, ici, nous avons LinkedIn. LinkedIn, bon, c'est un réseau social plutôt, je dirais, de businessman, quoi. C'est un réseau social, bon, pas son terre à terre, c'est un réseau social de businessman. C'est-à-dire, c'est un réseau social professionnel, quoi. C'est pas pour poster des photos de toi en vacances. C'est fait juste pour poster, en fait, des trucs intéressants, quoi, dans le domaine professionnel. Par exemple, si tu es en recherche de travail, tu peux aller sur LinkedIn, créer ton profil, dire par exemple, tu es un ancien employé de Google, par exemple, tu as ces diplômes, tu es à la recherche d'un travail. Voilà, c'est ça, c'est un réseau social pour chercher du travail, voir des investisseurs, voir des directeurs généraux ou bien des collaborateurs, etc. Bon, c'est un réseau social de professionnels, de businessmen. Donc, c'est ça le point fort. C'est pour chercher du travail, faire du réseautage, avoir un réseau de professionnels, etc. Donc, c'est ça, en fait. C'est plutôt du business. Donc, nous avons Twitter.
Bon, Twitter qui nous permet de faire des tweets, comme on l'appelle Twitter tweet. Donc, Twitter, c'est un réseau social aussi qui nous permet de discuter des informations. Mais lui, il est plutôt dans l'actualité, quoi. Twitter nous permet de faire des informations plutôt dans l'actualité. Et aussi, il est utilisé aussi par des bots. Donc, le réseau est utilisé par beaucoup de grandes personnalités, hein, comme les présidents, les grands influenceurs. Ils ont tous un compte Twitter, la plupart. Donc, c'est un réseau social plutôt pour les gens très influençants, quoi. Et il permet de faire des tweets, des messages, etc. Donc, c'est la même chose comme les autres, mais ici, nous avons une catégorie de personnes plus haut de gamme, quoi. Plus haut de gamme. Donc, c'est ça, en fait, les différents types de réseaux sociaux qu'on avait. Et ici, on a quelques mois, tag, hashtag follower. Donc, les tags, c'est quoi? Les tags, en fait, des petites informations qui permettent... Attends, je vais couper ce micro-là. Désolé. Bon, les tags, en fait, c'est juste des informations, en fait, petites informations concernant quelqu'un. Par exemple, je suis dans Google, non, juste dans Facebook, je fais une photo et je tag. Je mets un tag, je tag par exemple un ami. Je dis tag Amadou ou bien tag Pat, etc. Je veux que mon ami, il vienne, quoi. Il vient regarder. Donc, un tag, c'est ça, quoi. C'est fait juste pour appeler. C'est des informations faites pour appeler quelqu'un à voir quelque chose, quoi. Taguer quelqu'un, c'est l'appeler, c'est l'inviter, quoi. C'est une sorte d'invitation, quoi, à venir dans la discussion. Donc, hashtag, c'est juste des sortes de titres. C'est pour l'appeler comme titre, quoi. C'est des mots clés, des titres, quoi. On le retrouve souvent sur Twitter, hashtag, par exemple, guerre mondiale, ou bien hashtag COVID-19. Par exemple, quand je veux parler de COVID-19, je mets hashtag COVID-19, je dis, par exemple, le vaccin n'est pas bon, le vaccin est bon, le vaccin rend mal, le vaccin est bien, je mets hashtag COVID-19. Maintenant, quand moi, je veux voir des informations concernant COVID-19, je mets juste dans la barre de recherche hashtag COVID-19. Je vais voir tous les messages concernant COVID-19. Donc, les hashtags sont utilisés pour titrer, quoi, pour mettre des titres et pour baliser, quoi, baliser les messages, pour faciliter la recherche, quoi. Quand je recherche quelque chose, c'est plus facile de retrouver avec un hashtag. Donc, hashtag, c'est utilisé pour ça. Follower. Bon, follower, c'est quoi? C'est les suiveurs. C'est un mot en anglais, quoi, ce qui s'appelle, qui signifie suiveur. Donc, sur YouTube, on l'appelle abonné, c'est les abonnés. Sur Facebook, on les appelle aussi, bon, souvent abonnés. Sur Instagram, on les appelle les followers, etc. Bon, c'est juste les abonnés, quoi, ceux qui vous suivent dans les réseaux sociaux. Voilà, c'est juste ça. Donc, on va passer automatiquement à 6-7. Voilà. C'était juste ça pour le... Désolé, j'ai un problème avec là. D'accord. Donc, ici, on est sur le... Bon, c'est le dernier slide. Hein. Internet et les réseaux sociaux, c'est le dernier slide. C'est le 6 sur 6. Donc, ici, on va parler un peu de la cybersécurité. Hein. De la cybersécurité. On va boucler ça avec la cybersécurité. Donc, ici, on dit qu'est-ce que c'est que la cybersécurité? Bon, on dit la cybersécurité consiste à protéger les ordinateurs, les serveurs, les appareils mobiles, les systèmes électroniques, les réseaux et les données contre les attaques malveillantes. Bon, en fait, c'est ça la cybersécurité. En fait. C'est un ensemble de processus nous permettant de protéger nos systèmes, c'est-à-dire nos ordinateurs, nos serveurs, nos appareils mobiles et les systèmes électroniques qu'on utilise. Et aussi nos réseaux, quoi, en fait, et les données que nous utilisons souvent contre les attaques malveillantes, c'est-à-dire les hackers, etc. Donc ici, on dit comment ça se passe. Ou bien, on commence comment ça marche d'abord. Ici, on dit comment ça marche. On dit que lorsque vous êtes connecté à Internet, votre ordinateur est protégé par différents systèmes. Normalement, quand on est connecté à Internet, notre ordinateur est protégé par différents systèmes. On a un système pour bloquer toutes les intrusions non désirées à l'intérieur de votre ordinateur. Ce système est appelé pare-feu. Ce qu'on appelle le firewall en anglais. C'est-à-dire que notre système, dès qu'on est connecté à Internet, il y a un système qui bloque toutes les intrusions non désirées à l'intérieur de votre ordinateur. N'est-ce pas? Le système est appelé pare-feu. Bon, le pare-feu, c'est ça son rôle. C'est de bloquer toutes les intrusions non désirées à l'intérieur de notre machine. Donc, firewall en anglais,
qu'on peut traduire mur contre le feu. C'est une sorte de mur, quoi. On schématise comme ça, une sorte de mur contre le milieu extérieur, quoi. Ça nous protège du milieu extérieur. On a aussi un autre système qu'on appelle l'antivirus, qui va examiner tout ce qui rentre dans l'ordinateur pour vérifier ce qui n'est pas dangereux. L'antivirus, on le connaît tous, hein. C'est un système qui nous permet d'examiner notre système, quoi, qui permet d'éliminer, de filtrer les virus. Donc, on a ces deux systèmes-là, ce qu'on entend à l'intérieur. Nous avons le pare-feu et l'antivirus. C'est ça, en fait. On a le pare-feu et l'antivirus. Bon, on peut avoir aussi d'autres systèmes de sécurité si on veut, mais de base, on a ces deux-là. On a notre pare-feu et notre antivirus. Donc, comment ça se passe? Une super attaque. Donc, on va essayer de voir, la vidéo. Essayer de voir la vidéo. Monsieur Ba, pouvez-vous me passer le lien de la vidéo? Il faut le mettre, il faut lancer le diapo d'abord. D'accord, lancer le diapo. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur l'image. Ah, d'accord. Problème. Activer ça. Monsieur Ban, activez votre micro par erreur. Ok. Voilà. Désolé. Donc, on va essayer de voir ça, la vidéo là. C'est la connexion. Je vais recharger. Voilà. Je vais partager. How did you decide to become a hacker? Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy in a hoodie who types really fast and stays. Vous voyez la vidéo? Vous voyez la vidéo. Vous la voyez? C'est bon. Il faut activer le sous-titrage. Le sous-titrage, d'accord. C'est bon. C'est bon. How did you decide to become a hacker? Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy on really fast and stays up all night writing code and cracking passwords. It's not me. I just spy on people and see what makes them click. Not a bad job. Mark Henning, CEO of Wallet Card, set to report earnings after their blockbuster. So you consider this a job? I put a lot of work into this. I'm not lazy. It takes research to figure out the key players, learn all about them, their families, their friends, what they care about. You have to understand the company's organization. I get a lot of my information from the sales department because they're always so quick and eager. They're hungry. People trust too easily. They don't look at the details. I do. Details matter. That's what I'm good at. It has to look completely believable. It has to look familiar. This is where research is important. It's not some generic piece of spam. It's an email from their boss with their company signature. It's written in the voice of the boss. It's what he would say if he were writing this. What about the malware itself? How does that work? Somebody else out there already wrote all the code that does the actual attack. I'm just using it in the attachment. My skill is in my ability to get a bunch of people to click on that attachment. I always wonder what it's like when the whole thing unfolds on their end. When the panic sets in. Leaving your message after the beep. Hey, this is Rajiv in finance. Come to and get this stuff with my laptop. Okay, are you looking around the office? Something's going on with our file server. Karen in HR are
malware attached targeting our new ransomware. They're holding us hostage. We're locked out of everything. I can't even check my phone. What about the backup? That will take days. We need this fixed now. Hey, we don't have a choice. We're reporting earnings in 2 hours. But how do we notice that? Hey, put every single person on getting this back up and running. That's the only priority now. Okay, it's up. I have a decrypt key. We have a big problem. The ransomware was just to distract us. They got inside. They got everything. Customer data, financials, everything. Qualicard is reeling today from the news that hackers have released their personal information of nearly the Nasdaq closed lower today, led by Qualicard, which was down 14% on news that their recent data breach may be far worse. The company stock fell to a new all-time low on news that CEO Mark Hanning is stepping down after what is turning out to be one of the worst breaches of personal information in recent history. Do you feel bad about releasing the personal information, all the financials, all the money that was lost? All I did was get the files. I'm not the one that decided to release them. I'm not the one that shorted the stock. Somebody else had their reasons for that. That was my pay grade. I was paid to do a job, and I did it well. And that's what's expected of anyone, isn't it? Anyway, markets bounce back. C'est bon? C'est bon, super. Je pense que c'était la dernière partie. Ouais. De notre slide. Ok, super. Donc, on recueille les questions et les réactions rapidement pour 1 minute avant de boucler la séance. Bon, sinon aussi, les questions, on peut les poursuivre dans les groupes et sur la plateforme aussi, s'il y a des questions et tout. Et que je rappelle que la séance est enregistrée et que vous aurez la vidéo disponible sur la plateforme. Voilà. Dans quelques heures. Quoi. Maintenant, Hamadou, je vous laisse la parole pour la conclusion. Après, bon, on ferme la séance. D'accord. Donc, c'est bon, il n'y a pas de questions. Bon, je pense que j'ai répondu à la dernière question qui était là. Qui disait pourquoi pas porte plainte les gens qui font des trucs là, les sites dans le dark web. Bon, en fait, ils le font pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire en fait. C'est difficile pour le faire. Parce que ces sites-là, ils sont hébergés dans beaucoup de serveurs. Donc, s'ils coupent le premier serveur, par exemple, il y aura aussi dans d'autres serveurs que le site va exister. Donc, pour effacer ce genre de site-là, il faut détruire tous les serveurs, alors qu'eux, ils ont beaucoup de serveurs, quoi. Pour ça, c'est difficile de fermer ce genre de site-là. C'est très difficile. Parce que tu fermes ça et demain, tu revois le même site qui va rouvrir. Donc, c'est pour cela que ce truc-là, il est incontrôlable, quoi. Mais bon, soyons réalistes, quoi, et optimistes. Peut-être dans l'avenir, il y aura des systèmes qui permettront de supprimer tous ces serveurs en même temps. Mais de nos jours, c'est carrément, bon, c'est utopique, quoi. C'est gentil de dire, c'est utopique. Bon, il y a une question qui nous dit quoi? Qui nous demande la définition du mot hacker. Il y a une définition du mot hacker. Bon, hacker. Bon, hacker de base, bon. Hacker, moi, je dirais que hacker, c'est une sorte de, comment dire, bon, on peut dire c'est une sorte de mot. C'est un mot, en fait, formé par deux trucs, en fait. Par le hack. Le hack, en fait, en réalité, c'est pas faire du mal. Parce que c'est un mot anglais, quoi. Parce que quand on regarde en anglais, hack, ça signifie quoi? Hack, ça signifie
comment on appelle ça? Ça signifie astuce. Astuce quoi? Astuce. Donc, c'est des gens qui utilisent des astuces, quoi. Des astuces, comment dire, qui utilisent des intelligences, quoi, pour créer des astuces. Par exemple, les premiers hackers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, ils utilisaient, par exemple, leur cerveau pour essayer de trouver, par exemple, des failles, quoi, sur des systèmes. Sans faire du mal à quelqu'un, quoi. Il utilise juste le cerveau pour trouver des failles. Ça le faisait cool, quoi, quand il trouve une faille quelque part. Par exemple, pour les jeux de trucs là, à Las Vegas, il y avait des jeux, je ne sais pas comment on les appelle. Les jeux, quand tu tapes, il y a 3 trucs qui s'alignent. Mais il y avait des hackers qui avaient trouvé, par exemple, comment contourner ça. Comment faire de telle sorte, quand tu appuies, tu as les trucs qui s'alignent là, les 3 trucs qui s'alignent automatiquement. Donc, il le faisait juste pour le fun, quoi. Donc, moi, je dirais que hacker, bon, pour le définir, c'est quelqu'un qui a de l'intelligence, quoi, sur les astuces, qui est très astucieux. Moi, je dirais ça, quoi, quelqu'un d'astucieux, quoi. Mais de base, ce n'est pas quelqu'un de méchant, quoi. Ça peut être un hacker, par exemple. Il y a beaucoup de types d'hackers. Il y a des hackers qui sont de black hat, c'est-à-dire des chapeaux noirs, qui sont des méchants, qui font ces genres de trucs-là, comme ce qu'on vient de voir sur la vidéo, qui créent des ransomware, qui vont crypter toutes tes données, qui vont te demander de l'argent pour tout décrypter. Il y a des hackers plus cool qu'on appelle les white hats, c'est-à-dire les chapeaux blancs. Eux, c'est des gens cool, quoi. Eux, c'est les vrais hackers. Quand ils voient un problème sur ton système, ils t'appellent, ils te disent tu as un problème ici et tu peux le fixer en faisant ça et ça et ça et ça. Ils vont t'expliquer comment faire et tout. Ça, c'est les experts en cybersécurité, quoi. C'est ces gens de gens-là qui sont les white hats. Il y a aussi les hackers gris qu'on appelle les grey hats. Eux, c'est ni noir ni blanc, quoi. Eux, ils sont entre les deux, quoi. Eux, quand ils voient une faille sur ton système, ils vont essayer de manger de l'argent. Ils vont te dire, d'accord, il y a une faille ici. Mais si tu me payes de l'argent, je te fixe ça. Mais ils ne vont pas te dire comment fixer ça. Ils vont dire qu'il y a une faille, mais ils ne vont pas te dire même c'est où la faille. Ils vont dire, si tu me payes de l'argent, si tu ne me payes pas de l'argent, je vais devenir un black hat. Ils vont te détruire. Donc, il y a ces gens de type de hacker, quoi. Mais moi, je dirais plutôt que hacker, c'est quelqu'un qui est astucieux, quoi. Parce que de base, ça vient de là-bas, quoi. Ça vient des astuces. Parce que c'est des compétents, quoi. C'est des gens intelligents qui sont astucieux, quoi. Voilà. Bon, c'est une très bonne question de se demander c'est quoi hacker. Parce que tout le temps, on entend hacker. Mais il ne faut pas dire que tous les hackers sont méchants. Hein. Il y a des hackers méchants, il y a des hackers cool, il y a des hackers ni cool ni méchants qui sont entre les deux. Donc, c'est ça notre séance d'aujourd'hui. Bon, on a parlé beaucoup de choses sur Internet et les réseaux sociaux. Bon, c'est un sujet très intéressant, très important. Bon, on va juste garder les grandes lignes. Il ne faut pas oublier les conseils qu'on a donnés sur le cours, c'est-à-dire éviter de laisser des traces et aussi éviter d'aller n'importe où, éviter de mettre n'importe quoi sur les réseaux, limiter nos données et faire le maximum, comme M. Ba a dit, faire le maximum pour limiter nos données sur le net. Donc, en faisant cela, on ne va pas échapper carrément au contrôle des machines, mais quand même, on va avoir quand même une petite marge, quoi. Une petite marge qui est importante aussi. Donc, c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Passez un bon nouveau. Merci Amadou, merci pour tout. Voilà. Vous pouvez mettre fin à la séance. D'accord. Donc, je mets fin à la séance, les gars. Ok. Parfait. D'accord.